Authentique et humaine, elle parle avec franchise. Elle traite l'information avec rigueur et efficacité. Une approche fraîchement moderne de l'actualité. Isabelle Maréchal. Bonjour tout le monde, merci beaucoup d'être là. C'est vendredi matin, on a plein de choses à jaser ensemble. La première affaire que je vais vous dire, c'est bravo. Bravo parce que selon encore un dernier sondage, ça confirme qu'on a la fibre québécoise et canadienne éventuellement, quand même qui nous titille depuis les derniers jours, les dernières semaines, on va dire ça comme ça, parce que sous l'impact des menaces de Donald Trump, vous réagissez et votre réaction, qui au départ était peut-être épidermique parce qu'on se disait, voyons, ça se peut pas ce qu'il nous fait. Eh bien là, ça se maintient et ça s'incruste, cette idée de dire on va boycotter les produits américains. C'est notre façon de montrer que acheter, c'est voter. On n'aime pas la façon dont ils nous traitent. On bannit les produits qui viennent des États-Unis. Il y a plus de 70% des Québécois qui le font. Moi, je trouve que c'est une façon tout à fait logique de réagir. Et bravo pour ceux qui tiennent ça. Combien de temps ça va durer? Bon, on va le voir. Une chose est sûre, c'est que vous avez vu hier, je veux dire, il y a comme pas de mots, là. Je veux dire, ce yo-yo économique, on est sur le bord de plus être capable. Là. À un moment donné, tu te dis, moi, je pense qu'il est en train de perdre la face, Donald Trump. Et vous me le direz, on va voir, parce que le 2 avril, ça va repartir, cette affaire-là, ça va repartir en vrille. Là, il va nous menacer de nous remettre des tarifs, puis là, quelques heures avant, que va-t-il faire? Moi, je pense, s'il les met pas vraiment en vigueur, ces fameux tarifs, le 2 avril, à mon avis, il aura complètement perdu la face. Mais une chose est sûre, et puis on en parlera dans le cadre de cette émission, parce qu'on va parler des véhicules automobiles. Vous savez que c'est vendredi, donc on a notre fameux service à l'auto. Il y a quand même, c'est assez incroyable, il a fallu qu'il se fasse expliquer, Donald Trump, par les 3 grands constructeurs américains, comment ça marchait dans l'industrie automobile. C'est fascinant tout ça. Je vous rappelle nos numéros pour participer à notre émission, 1-877-827-2346. Par texto, vous faites le 187 Cube Radio. Je voulais parler à mon premier invité d'un sujet qui est tout à fait connexe à ce qu'on vient de se dire, parce que, donc, la réaction, c'est bien sûr du gouvernement aussi de retirer les vins américains des tablettes de la SAQ. On l'avait déjà vécu, là. Hein? Vous vous en souvenez? La première menace, on l'a faite. Hein? Mon Dieu, j'ai l'impression de parler comme dans le temps de la COVID. Le premier confinement, le deuxième confinement, la première menace de Trump, la deuxième menace de Trump, la troisième menace. Et vous, à un moment donné, là, c'est comme quand tu cries au loup, ça. Mais bref, on a enlevé à nouveau cette semaine les vins des tablettes. Éric Duhem est avec moi, chef du Parti conservateur du Québec. Mais c'est surtout à titre d'auteur, Éric Duhem, que je voulais vous recevoir parce que vous avez écrit un livre que j'avais beaucoup aimé à l'époque, qui commence à faire longtemps, c'est en 2014, c'était La SAQ pousse le bouchon. À l'époque, vous poussiez beaucoup vous-même l'idée qu'il fallait revoir le monopole de la SAQ. Oui. Mais moi, je me demandais cette semaine, est-ce que la SAQ a bien fait d'être rapide, là, à enlever les vins américains de ses tablettes la journée même, alors que, bon, moi, j'aurais peut-être attendu un peu. Là, on va-tu les remettre? Il y a bien des questions. Là. Mais d'abord, il y a plusieurs questions. La première, là, c'est que ces vins-là ont été achetés par la SAQ. Voilà. Là, ils vont être obligés d'entreposer, donc il y a des coûts. Donc, on se nuit à nous-mêmes parce que là, on va prendre des vins qui ont déjà été payés, on va les entreposer puis les cacher je sais pas où pendant je sais pas combien de temps, puis on va payer pour cet entreposage-là, puis on va après ça repayer pour les reprendre puis aller les remettre sur les tablettes. C'est comme si vous alliez à SAQ acheter une bouteille de vin américain puis vous la vidiez dans le lavabo en disant « Ah, j'y ai dit au gros orange l'autre bord, hein, que je suis pas comptable, je boycotte les produits américains, je la boirai pas ma bouteille. » À la limite, là, c'est à vous-même que vous faites mal. C'est ça qui est le problème, malheureusement, quand on agit de cette façon-là. Puis, en plus, là, c'est un yo-yo de l'autre bord, là, vous venez de le dire. Ben, on fait quoi? On va-tu faire le yo-yo aussi à mettre puis enlever les bouteilles à chaque mois qui nous menacent ou qui nous menacent pas ou qui reculent? Puis, à la limite, je comprends les individus là, de vouloir d'être fâchés puis ils veulent réagir à leur façon puis on y va en fonction chacun de nos moyens. Mais vous comprenez que c'est pas parce que vous buvez du jus de pomme plutôt que du jus d'orange ce matin que nécessairement ça va mettre fin au conflit. Il faut réaliser que il y a plusieurs enjeux. T'sais, quand on boycotte les produits Heinz, là, puis on achète du ketchup canadien, il y a 600 employés à Montréal là, qui sont dans le trouble. Là. Quand on va pas chez Costco puis chez Walmart, là, ben, il y a beaucoup de gens qui travaillent dans les entrepôts puis dans les magasins là, qu'on fragilise leur emploi. Puis c'est des Québécois, puis c'est des gens, c'est des travailleurs d'ici. Donc, c'est jamais noir-blanc, toutes ces choses-là. L'idéal, c'est de convaincre l'opinion publique américaine parce qu'ultimement, c'est elle qui va décider. On est en politique ici, là.
Les vins américains, par exemple, ça vient de la Californie. La SAQ, là, ça représente 7 % de ses ventes. Qui est un État démocrate. Qui est un État ultra-démocrate Ouais. que Donald Trump n'a Qui jamais doit pas gagné, puis il n'y a jamais un républicain qui va Non, gagner là. certains. Ils Bon, sont plutôt Fait que vous attaquez des gens qui sont contre Trump en partant, là, et la SAQ, c'est juste 7 % de ses ventes, les vins américains. Puis pour les producteurs américains, c'est moins de 1 % des ventes, le Canada. Fait qu'on n'affecte pas grand-chose en faisant ça. Et c'est pour ça que je voulais qu'on discute de ça avec les auditeurs ce matin, Éric Duhem, puis j'en profite pour dire aux gens, est-ce que vous êtes... J'aimerais ça avoir votre réponse à cette question que je pose. Est-ce que, à votre avis, c'était une bonne idée que d'enlever les vins américains des tablettes de la SAQ avant même que les tarifs soient imposés? Là, ça fait 2 fois déjà. Est-ce qu'on va être obligé de les remettre? Puis ceux qui nous regardent à Cube Télé, vous voyez les bouteilles là, qui sont... Ça a pris des heures. Là, à chaque fois, c'est des employés de la SAQ qui gèrent pas les pastilles de goût, qui pendant ce temps-là ne gèrent pas les pastilles de goût, mais doivent gérer des bouteilles qu'on va entreposer à grands frais, qui ont déjà été payées. Je pense qu'il faut comprendre ça. Là. On fait mal à personne quand on fait ça. C'est un geste. C'est toutefois un geste. C'est un geste, mais je trouve que c'est un geste qui parfois peut être contre-productif. Puis même chose avec les contre-tarifs, là. On va taxer plus les Québécois puis les Canadiens parce qu'on est fâchés contre Trump. Puis on va charger plus cher à la personne qui va faire son épicerie parce qu'on est fâché contre Trump. Ultimement, on se pénalise nous-mêmes. On pénalise pas juste les Américains quand on fait ça. Le premier perdant d'un tarif... Puis même chose que les Américains, là, quand Trump il met des tarifs sur les produits canadiens, les premiers perdants, c'est pas nous, c'est les consommateurs américains. Vous dites que les premiers perdants de ceux qui imposent des tarifs, c'est justement... C'est ceux qui les font. Ouais. Moi, je compte les tarifs. Moi, je suis un libre-échangiste. Mais les tarifs, à la base, ça pénalise d'abord et avant tout ceux et celles qui les mettent. Puis quand on met des contre-tarifs, on se pénalise nous-mêmes. Mais on fait quoi sinon, Éric Duhem? Comme l'histoire des bouteilles de vin, moi, je comprends le geste. En même temps, j'aurais eu envie de dire, regardez, on va les liquider, ces bouteilles de vin, on vous les vend au cost, on s'en débarrasse et on n'en achète plus. Est-ce que ça aurait pu être une décision de la SAQ? Ça aurait déjà été moins coûteux pour la SAQ, puis ça aurait été au moins à l'avantage des consommateurs plutôt qu'être contre les consommateurs. Parce qu'effectivement, s'il avait fait une vente à rabais, mais en même temps, quel signal t'envoies quand tu dis on va vendre à rabais des produits américains? Fait que tu fais en sorte que les gens vont consommer encore plus de produits américains à court terme. Tu sais, la solution, c'est pas d'embarquer dans des guerres commerciales. Ouais. La solution, c'est de trouver un processus pour renouveler notre entente de libre-échange. Les États-Unis ont toujours été notre meilleur partenaire économique, puis ils doivent le redevenir. Et pour ça, il faut... J'avais Jean Simard de l'Association de l'aluminium cette semaine qui me disait cette relation partenariat avec les Américains, elle est brisée. Il a même dit à jamais. On aurait peut-être pu dire pour un bout de temps, mais il a dit à jamais. Pour lui, là, c'est cassé. Il y a quelque chose qui a cassé. Vous avez raison qu'il y a une naïveté, je pense, qui a disparu. Parce que, puis en même temps, il y a quelque chose, tu sais, à toute crise, il y a toujours quelque chose de positif à tirer. Moi, je suis un gars qui voit toujours la vie positivement. Là. Je pense que ça nous fait réaliser qu'on était trop dépendant de notre voisin américain, qu'on n'est jamais si bien servi que par soi-même, que par exemple, en matière énergétique, il faut être plus autonome par rapport à nos sources d'énergie. C'est pas normal qu'on achète du pétrole canadien puis qu'on est obligé de passer par les États-Unis parce on veut pas avoir de pipeline chez nous, mais on veut qu'il passe chez les États-Unis puis que Donald Trump, on lui donne un avantage sur quelque chose de très stratégique au niveau de tout notre gaz. Tout le gaz, tout le pétrole qui est consommé à Montréal aujourd'hui provient à 100% des États-Unis. C'est une grosse affaire qu'il faut réaliser. Le fait qu'on s'est... Si on voulait vraiment être conséquent, il faudrait boycotter nos voitures. Il faudrait décider de... on roule à vélo. Les gens qui chauffent au gaz naturel vont faire quoi? Ils vont geler. C'est parce qu'à un moment donné, on peut pas arrêter de vivre parce qu'on est en guerre commerciale non plus. Là. Donc, mais il faut se trouver des façons puis de diversifier aussi notre économie, de s'assurer d'avoir des nouveaux marchés. Vous parliez de l'aluminium tantôt. Là, c'est beaucoup le marché américain. Faut justement, on a intérêt présentement à trouver des nouveaux partenaires. Je pense que c'est toute une façon de voir. Puis aussi, à l'intérieur même du Canada, s'assurer que on est dans le même pays. Là. Des barrières interprovinciales, c'est assez. C'est une forme de tarif, ça aussi. Là. Il faut abolir les tarifs à l'intérieur de notre marché, à l'intérieur de notre pays. Ça commence à faire plusieurs mois là, qu'on en parle. Mais là, c'est peut-être une chance qu'on a là, de la crise d'abolir ça. Mais maintenant, il faudrait le faire maintenant. Ben oui, pourquoi pas? Exactement, mais là, on attend. Là. La dernière fois, il paraît que le ministre Keats est là-dessus. On l'a demandé. Moi, j'ai hâte de lui parler, là, qui nous parle un peu là, de comment ça s'organise. Là. C'est rabaisser les barrières interprovinciales. C'est une nécessité urgente. Ça devrait être une priorité dans la liste des priorités. Hein, c'est pour ça que ça se fait pas. Oui, puis c'est pas facile à faire. C'est très difficile. On est quasiment plus intégrés que les Américains qu'avec les Canadiens.
Je peux-tu te donner 2 exemples? Là? Allez-y. Hein. Puis regardez là, les commentaires qui rentrent. Le beurre, les livres de beurre au Québec, on obligeait les vendeurs à mettre ça dans du papier d'aluminium, alors que dans le reste du Canada, ils mettent ça dans une espèce de papier ciré. Fait que ça faisait en sorte que les producteurs du Canada anglais ne pouvaient pas vendre leurs livres de beurre au Québec parce qu'elles étaient dans le papier ciré, alors que nous, on disait c'est du papier d'aluminium. Fait que c'était une façon de protéger notre industrie. Puis là, évidemment, les producteurs de beurre au Québec, ils étaient bien contents. Fait que c'est pas évident de défaire ça. Là. Non. Un autre exemple, les bancs de voiture. Là, les sièges. Les sièges, ce qu'il y a à l'intérieur. Là, ils ont banni un certain produit dans une mousse qu'en Ontario, qui est faite par les usines ontariennes. Puis il y avait juste une usine au Québec qui faisait ça, la mousse. Mais évidemment, il y avait 300 travailleurs. Fait qu'il n'y a pas un ministre qui voulait annoncer qu'il allait accepter que la mousse ontarienne puisse rentrer au Québec. Il venait d'abolir 300 jobs. Fait que je comprends qu'à court terme, il y a des intérêts très corporatistes qui font que c'est pas possible. Mais à un moment donné, il faut voir grand, puis il faut penser à l'intérêt national. Là. Voilà. Puis c'est juste après de négocier des ententes. Je veux dire, tout se négocie. Oui, tout se négocie. Beaucoup d'auditeurs là, qui réagissent à cette question. Est-ce que vous trouvez là, qu'on a été un peu trop rapide à enlever les vins américains sur les tablettes de la SAQ? On comprend le geste, là, on comprend le symbole, mais à un moment donné, il ne faut pas se nuire à nous-mêmes non plus. Moi, sincèrement, je n'aurais pas fait ça comme ça. Je l'aurais fait autrement. J'aurais dit, à partir d'aujourd'hui, on ne commande plus de vin américain jusqu'à nouvel ordre. Si vous en voulez, c'est maintenant. Ce qu'on a ces tablettes, on va l'écouler. Un peu comme on fait avec le beurre d'arachide en ce moment, avec toutes sortes de produits américains qui sont liquidés dans les épiceries. Pourquoi la SAQ n'a pas fait ça? Il y a François qui dit, effectivement, on devrait retourner le vin aux États-Unis et on leur recharge une taxe. Un autre auditeur qui dit, c'est ridicule, cette mesure-là. Non, faut laisser les bouteilles sur les tablettes, nous dit un autre auditeur. C'est des millions de dollars qui ont été payés avec notre argent. Ouais. Kathleen dit, dans une guerre commerciale, il y a toujours des perdants des deux côtés. Ce n'est pas vrai qu'on va se laisser faire. Ça, c'est le genre de commentaire que j'aime entendre. Il y a Stéphane qui dit, pourquoi ne pas vendre le vin américain qui est déjà à la SAQ et ne pas en racheter tout simplement? Ben voilà. Je pense que c'est comme le gros bon sens. Le gros bon sens qui dit ça? Quelqu'un que vous connaissez bien? À Ottawa. Ouais. Mais Isabelle, on le voit, là. C'est un débat entre les émotions puis le rationnel. Parce qu'on est en colère, mais en même temps, on se dit, mais là, on n'est pas pour se nuire à nous-mêmes. Fait que c'est un débat entre notre cerveau puis notre cœur auquel on assiste mais justement, actuellement. Aujourd'hui, Éric Duhem, celui qui fait la une du Journal de Montréal, c'est M. Ford, l'Ontarien, qui est perçu comme l'homme fort du Canada. On l'appelle le capitaine Canada. Il s'est fait lui-même une casquette « Canada is not for sale » à la réponse. Puis on a l'impression que finalement, tu sais, quand tu regardes ça d'un point de vue québécois, tu dis « Ah, on dirait qu'il parle le langage. » C'est peut-être la langue, c'est peut-être la culture. Qui fait que ça nous échappe un peu à nous au Québec. Beaucoup de gens là, s'en prennent à François Legault. Moi, je trouve que j'entends dire François Legault, est-ce qu'il est? Il est pas là. Ben, il est là, mais il parle pas de la même façon. Je pense qu'il y a la barrière de la langue jusqu'à un certain point. Que ça joue, même si M. Legault parle anglais, là. Bon, c'est pas la même façon que... Puis, il y a Doug Ford. Tu sais, Doug Ford, là, c'est un personnage plus imposant, qui a une façon peut-être plus américaine d'agir. Comment vous voyez ça, vous? Ben, il y a une montée du nationalisme canadien, clairement, ça, faut le dire, là. On le voit à tous les niveaux. Quand on parle d'émotion, c'est ça aussi, le patriotisme, le nationalisme. Doug Ford est devenu capitaine Canada d'une certaine façon. Puis il a rempli la fonction du premier ministre du Canada parce qu'on n'a pas de premier ministre du Canada. Là, on a un premier ministre qui est un canard boiteux qui va quitter dans 2 jours, puis on a un nouveau qui va arriver qui n'est pas élu. Là. Donc, il y a un vide politique pour le Canada en termes de leadership. Puis Doug Ford, qui est quand même le premier ministre de la province la plus importante, qui vient d'être réélu fortement, ben, il a rempli cette fonction-là au Canada anglais. Exact. Évidemment, au Québec, il l'a pas rempli du tout. Il ne dit pas un mot de français. Là. C'est pas... au Québec, il y a la barrière de la langue, à cause de la barrière de la langue, mais aussi parce que il est pas... je pense qu'au Québec, on n'a pas le même attachement non plus aux États-Unis. Il y a quelque chose de plus émotif entre le Canada puis l'anglais puis le Québec, les États-Unis. Il y a comme une rupture plus forte qu'avec le Québec. Pour nous, ça a toujours été un pays étranger. Mm-hmm. Pour les Canadiens anglais, puis je veux pas les attaquer, puis c'est pas péjoratif ce que je vais dire, là, mais ils ont un lien émotif plus grand. Ils regardent la télé américaine beaucoup plus que nous, ils consomment beaucoup plus de culture américaine. Ils se sentent en quelque part 51e État. Un peu américain. Ben, peut-être pas jusque-là, mais ils ont quelque chose de plus que juste un pays voisin que nous, on n'a pas. Et je pense que c'est pour ça que la rupture, pour eux, la chicane actuelle, elle leur fait plus mal émotivement qu'à nous. Et je pense qu'on est, heureusement, en tout cas, plusieurs d'entre nous, j'espère, un peu plus rationnels. Oui.
Beaucoup de gens là, qui disent ça. Il aurait fallu liquider les vins américains et que la SAQ n'en commande plus, de sorte que le consommateur puisse profiter des rabais, finalement. Là. Claude dit, il n'y a pas de petits gestes. Le but de Trump, c'est que les industries traversent aux États en nous taxant, nous aussi. Nous nous forçons à acheter plus local. Donc, pour lui, c'est une bonne mesure. Antoine qui dit, moi, je suis d'accord. On n'a aucun vin canadien sur nos tablettes. C'est plus difficile d'importer du Canada que des USA. Mais il y a des vins québécois. Là. Il y a des vins qui viennent... c'est un point, puis ça n'a rien à voir avec la guerre commerciale, mais ça fait des années, Isabelle, que c'est un problème. Il y a 300, 400 producteurs de produits alcoolisés au Québec qui font un travail extraordinaire. Moi, j'ai la chance de visiter les régions. Est-ce qu'il y a assez de vins québécois? C'est parce que les exigences de la SAQ font qu'ils ont intérêt à avoir des gros joueurs puis ils n'ont pas intérêt à avoir des petits joueurs parce qu'il faut que tu sois présent dans toutes les succursales, il faut que tu aies un certain inventaire, il faut que tu payes un certain nombre de publicités. Pour un petit producteur, c'est impossible de rencontrer toutes les exigences de la SAQ. On leur met beaucoup de bâtons dans les roues et ça fait en sorte que, contrairement à la LCBO, par exemple, en Ontario, où il y a une promotion claire des produits ontariens, au Québec, on a commencé, mais c'est encore négligeable par rapport à ce qu'on serait capable de faire. Puis la solution, là, c'est de libéraliser l'industrie, permettre aux petits producteurs locaux de vendre aux restaurants du coin, de vendre à l'épicerie du coin, de faire des dégustations. Casser le monopole. Casser le monopole. Vous êtes toujours d'accord avec vous-même là-dessus? Oui, j'ai pas changé d'idée. J'étais dessus là-dessus. Mais ça serait quoi les avantages? Mais les avantages, ça serait qu'on aurait au Québec une culture culinaire, on aurait des routes gastronomiques, ça serait possible que le verger avec son cidre puis ses pommes, puis le restaurant d'à côté organise des dégustations, puis que dans le restaurant, tu trouves le cidre qui vient du producteur à côté. Comme en Europe, c'est comme ça partout. On aurait quand même des boutiques SAQ, mais on ouvrirait la vente d'alcool à ailleurs. Ouais. Le gars qui vend des saucissons, il dit quel porto localement va bien avec son saucisson, puis le restaurant local, il te dirait, mais regarde, on a 3 producteurs locaux, ils mettraient ça en... Tu sais, on aurait un intérêt. En France, c'est comme ça partout, là, tu vas. C'est ça qui fait que c'est agréable de te promener en France puis de voyager. Au niveau du tourisme québécois, ça serait un gros avantage de miser local. Puis là, on parle de l'achat local parce qu'il y a une guerre avec les Américains, là, mais on devrait parler de ça 365 jours par année. C'est pas parce qu'on est en guerre contre Trump qu'il faut encourager les entreprises d'ici, là. Si Trump a fait ça, au moins, il aura fait quelque chose de bon, là, parce qu'on aurait dû toujours penser québécois. Quand on a le choix, évidemment, il y a des prix puis il y a des raisons pourquoi des fois, c'est pas toujours possible. Mais quand c'est possible, qu'on légifère puis qu'on encourage les produits d'ici. Oui. Il y a Lucie qui dit, pour moi, Doug Ford parle le langage de Trump au sens propre comme au figuré. Et en même temps, c'est ça. Il n'y a aucun vin canadien sur les tablettes d'autres personnes. Il y a des vins quand même qui viennent de... Il y a des vins canadiens, des vins de l'Ontario. De la Colombie-Britannique, un peu de vin ontarien, un peu du Québec aussi. Mais dernièrement, la SAQ, moi, j'ai pas vu, peut-être que j'ai pas été à la bonne, là, mais j'ai pas vu, là... Moi, je les mettrais de l'avant, c'est ça. En Ontario, là, tu ne cherches pas. En Ontario, ils sont dans la vitrine, puis quand tu rentres, les premières tablettes en avant, c'est tous des produits ontariens. Ici, il faut que tu les cherches ou il faut que tu les demandes. Oui. Merci, Éric Duhem. J'imagine que vous allez suivre dimanche... L'élection du nouveau premier ministre. Exact. C'est la première fois, je pense, à notre vie qu'on voit ça, que pendant qu'un premier ministre qui va être élu... c'est la deuxième fois. La deuxième fois de notre vie. Du Canada, mais je pense que la dernière fois, ça faisait très longtemps. Là. Oui, ça faisait très longtemps, ça remonte à... Mais c'est un des problèmes actuels, hein? On est dans une crise puis on n'a pas de leadership politique. C'est un des gros problèmes. Et j'espère qu'on va avoir... Sincèrement, ça prend une élection. Si on veut donner un leadership fort au Canada dans une période trouble comme celle qu'on vit à l'heure actuelle, ça prend une élection où les Canadiens vont démocratiquement choisir le prochain leader qui va justement mettre fin à cette guerre-là. Oui, je lisais justement cette semaine là, que ça serait que le deuxième premier ministre de l'histoire moderne a prêté serment sans siège au Parlement. John Turner, bien qu'il ait été ministre dans les gouvernements de Lester B. Pearson et de Pierre Trudeau, s'est retiré de la politique pendant 10 ans avant de se représenter au parti en 1984. Il a remporté la direction du parti en juin, mais finalement, c'est Brian Mulroney qui a été qui a gagné élu comme premier ministre, c'est ça. Voilà. Éric Duhem, merci beaucoup. Merci infiniment, Isabelle. Au revoir.